Donc ce qu'on vient de voir, c'est que les structures qui vibrent peuvent casser. Elles peuvent même casser très très vite. On a tous expérimenté ça avec un trombone. Et donc ça, c'est un phénomène général qu'on appelle fatigue et qui affecte toutes les structures mécaniques qui sont soumises à des sollicitations qui changent, qui varient, que ces sollicitations soient d'origine mécanique, chimique ou environnementale. Donc la fatigue, c'est un pan important de notre activité, donc de mon activité quand j'étais au laboratoire de mécanique des solides et actuellement de mon activité au laboratoire à l'unité de mécanique des Insta, où on continue à collaborer avec le LMS de l'école polytechnique sur ces questions-là. Et donc l'objectif de notre recherche, c'est de trouver des moyens en fait de fiabiliser les structures, d'estimer leur durée de vie quand elles sont soumises à toutes sortes de sollicitations. Donc la fatigue est un problème important. En fait, quand on regarde plus attentivement, on peut voir qu'un grand nombre de ruptures de pièces mécaniques ou d'installations industrielles peut être attribué à la fatigue. On donne un chiffre autour de 80% avec donc un coût annuel de quelques dizaines de milliards d'euros. Ici, quelques accidents spectaculaires qui illustrent ce phénomène. Donc là, c'est en 1998, l'accident du train à grande vitesse donc allemand, l'ICE. Cet accident est dû à une rupture d'une roue de train. À côté, on voit la plateforme Alexander Kielland, 1980, en mer du Nord, donc qui a sombré suite à la rupture d'une poutre tubulaire, aussi associée à un problème de fatigue. Puis là, l'avion d'Aloha Airlines, ici, avec une partie du fuselage qui est partie. C'est le même problème qu'on a eu dans les années 50 avec les comètes. Donc la fatigue est un problème important qui intéresse toute l'industrie mécanique. On peut même l'étendre à d'autres problèmes. Vous prenez par exemple des dispositifs médicaux, un cœur artificiel, un stent. En fait, tout ça, c'est soumis à des sollicitations variables, ça peut vibrer. Donc ça peut casser. Et donc, comme l'a dit Sébastien Épéré, ce qui peut limiter les applications, c'est ce phénomène de fatigue. Et donc, il faut mettre au point des méthodes qui permettent de prévenir et qui permettent aussi de construire des structures fiables. Sur ce sujet-là, le laboratoire a eu des collaborations soutenues avec l'industrie pendant des décennies. Et donc, je vais montrer juste quelques exemples qui illustrent le contexte de ces études-là, avec deux de nos partenaires, enfin en tout cas les partenaires du LMS privilégiés, qui sont la SNCF et l'industrie automobile PSA Peugeot Citroën. Donc ici, sur le problème de chemin de fer, donc la fatigue des rails, on voit ici un rail qui a cassé, une soudure. Bon, ça c'est un rail de transport francilien. Donc il faut éviter que ça arrive parce que, d'une part, parce que ça met un désordre considérable, surtout en région parisienne, puis d'autre part, parce que ça peut avoir des conséquences, bien sûr, sur des conséquences humaines. Donc pour éviter que ce phénomène apparaisse, il faut le comprendre et puis éventuellement modéliser. Donc pour comprendre ce phénomène, quand on regarde dans le détail, ici, ça c'est une coupe de rail, on voit ici en fait quelque chose qu'on appelle une tache ovale qui arrive de moins en moins actuellement parce que les matériaux sont de plus en plus, on va dire, purs, sans inclusion. Donc c'est une fissure qui apparaît à l'intérieur, sans signe extérieur, qui se propage gentiment, enfin plus ou moins gentiment vers l'intérieur, et puis un jour ça casse. Donc pour éviter que ça n'arrive, l'exploitant doit pouvoir définir des périodes d'inspection pour faire de la maintenance préventive ou de la maintenance corrective. Donc il faut inspecter, suivre l'évolution, décider que ça a atteint une taille critique et puis changer avant que ça casse. Donc pour définir ça, eh ben, on a besoin de mettre au point des théories qui permettent de prédire l'apparition de ces défauts et son évolution dans le temps de manière fiable. Donc on a travaillé pendant pas mal d'années sur cette question-là. Donc on a mis au point des outils qui sont utilisés actuellement par la SNCF. Une autre question qui est actuelle, ici qu'on illustre sur les problèmes de PSA, mais qui peut en fait être tout aussi valable pour l'industrie aéronautique, pour l'aérospatiale, c'est toutes les questions qui sont relatives donc, à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, de polluants, donc à la réduction de la consommation et son corollaire qui est l'allègement des structures. Sur cet exemple, on veut passer d'un collecteur d'échappement, donc qui est une pièce qui est soumise à la température, à la pression de gaz, un collecteur en fonte, à un collecteur allégé en tôle, donc qui offre les mêmes garanties de tenue, ou même des garanties de tenue meilleures. Donc, mais on va faire, en fait, on va essayer d'avoir la même puissance avec une structure plus légère. Donc il faut monter en température. Donc il faut trouver
il faut choisir le matériau optimal qui permette de cette montée en température, donc avec les mêmes performances, et un gain de masse considérable pour pouvoir alléger ces structures-là et réduire donc toutes ces émissions de polluants. L'autre exemple qui est toujours relatif à PSA, ici, toujours au moteur, donc là on voit la culasse qui est la partie haute du moteur, qui est juste au-dessus de la chambre de combustion. Donc on a aussi des températures élevées. On voit que c'est une structure qui est complexe avec des conduites de gaz, des conduites d'échappement, des conduites d'admission de gaz, des circuits de refroidissement d'eau dont on n'en voit qu'une partie, mais qui sont des circuits assez complexes. Et donc, une des problématiques ici aussi, c'est de changer de matériaux, d'avoir des matériaux plus légers, et de construire des structures tout aussi fiables. Et éventuellement de faire du downsizing, c'est-à-dire avec une plus petite cylindrée, avoir les mêmes performances, donc plus de légèreté. Donc on le voit ici, notre travail consiste à mettre au point de méthodes de calcul qui permettent d'estimer en fait la tenue ou les durées de vie des structures qui sont soumises à des chargements qui varient. Et une des conséquences d'ailleurs de cette approche, c'est finalement de réduire le nombre d'essais sur pièce, donc le prototypage réel, à passer à un prototypage virtuel qui est le fait qu'on fait tout par le calcul et on arrive donc à optimiser vis-à-vis de ces phénomènes-là uniquement par le calcul. Donc on a un gain de temps, un gain d'argent et bien sûr forcément un gain de fiabilité. En d'autres termes, plutôt que d'essayer des véhicules réels, par exemple dans un exemple du crash, on va juste faire du calcul, et puis par le calcul, choisir la configuration optimale. Et une fois qu'on a cette configuration optimale, eh ben, on la teste quand même. Donc, notre démarche, en fait, on va dire qu'elle comporte deux volets. Un premier volet qui est la mise au point de la théorie, et puis un deuxième volet, la validation de la théorie, et puis un deuxième volet, l'utilisation de cette théorie en contexte industriel. Et donc notre laboratoire a été précurseur dans ça et a construit et a mis au point des théories qui sont actuellement utilisées par toute l'industrie du transport et de l'énergie. Donc pour mettre en place cette première démarche, pour former la théorie, on va utiliser une approche qu'on va appeler le cercle vertueux de la modélisation, qui va comporter une première phase, en fait ici, qui sont des essais, mais comme on va le voir tout de suite, c'est des essais assez simplifiés, qui permettent de construire un modèle, donc un modèle théorique. Ce modèle théorique va être validé ici, et si jamais on peine à le valider, eh ben on réitère jusqu'à converger vers un modèle qui est validé et qui ensuite va être utilisé en contexte industriel. Donc si on regarde par exemple ici quelques-unes de ces étapes, donc on va travailler sur les matériaux eux-mêmes, pouvoir connaître la réponse du matériau, ce qu'on appelle son comportement, c'est-à-dire comment le matériau réagit aux sollicitations mécaniques, thermiques, environnementales qui lui sont appliquées. Après, on va mettre des stratégies de calcul, donc qui permettent de manière théorique sur ordinateur de prédire son comportement, sa durée de vie. Et derrière, pour le faire, il faut des critères de dégradation qui sont des lois physiques qu'on va mettre au point, qui permettent donc de donner une durée de vie. Donc si je reviens maintenant sur la partie essai, les premiers essais qui sont faits sont des essais simples, sur des éprouvettes qui ont des formes simples, et ces essais vont être des essais expérimentés pour pouvoir tirer toutes les informations nécessaires pour construire la théorie en se basant sur les lois physiques. Donc, pour faire ces essais, bon, on voit ici des essais classiques, mais notre laboratoire, en fait, a mis au point des méthodes novatrices, en fait, assez innovantes sur les essais. Donc, un essai classique, instrumenté de mécanique, c'est un essai sur lequel donc, on va suivre les déformations de la matière, notamment par des extensomètres. On va capter les efforts qui lui sont appliqués. On va aussi, par un microscope, suivre les dégradations avec des mesures électriques, suivre des propagations de défauts. Mais dans cette phase-là, l'essai doit être bien maîtrisé, les géométries bien maîtrisées, les sollicitations qui sont appliquées bien maîtrisées, les conditions environnementales bien maîtrisées. Et donc, nous, on a fait un plus, qui a fait des émules depuis, c'est-à-dire on a utilisé des caméras de thermographie infrarouge pour pouvoir réduire, estimer la dissipation d'énergie et réduire considérablement la durée des essais de fatigue. On a utilisé aussi des marquages micrométriques, ici des grilles ou des mouchetis, pour pouvoir suivre localement la déformation et ainsi avoir des renseignements qui nous permettent de modéliser au mieux.
Donc une fois que tout ça a fait, après on fait des analyses, soit en cours d'essai, soit des analyses post-mortem pour voir le type de dommages qui apparaissent. Ici on voit une fissuration, et puis là on regarde les mécanismes de base qui sont responsables de cette fissuration qui apparaît à l'échelle de l'ingénieur. Donc ces mécanismes ici peuvent être très complexes, mais il faut les comprendre. Il faut voir quelles sont les causes mécaniques ou thermomécaniques, et puis après utiliser ça pour élaborer un modèle en se basant sur les lois physiques. Je vais juste aller directement sur le modèle de fatigue qu'on a mis au point. Un modèle de durée de vie, c'est quelque chose qui va dire ma structure va tenir un certain temps, ici en fonction bien sûr des paramètres de chargement et des paramètres environnementaux. La spécificité des modèles qui ont été mis au point dans nos laboratoires, c'est que c'est des modèles qui sont multi-échelles et qui sont basés sur un concept d'adaptation. Donc en quelques mots, c'est quoi l'approche multi-échelle? L'approche multi-échelle, elle dit que si je regarde ici un réacteur, un turbo-réacteur, ici, si je m'approche, je vois la matière apparaître comme continue, et quand elle commence à s'endommager, en fait, on ne voit rien à cette échelle-là. Si on vient faire un zoom ici, la matière continue, donc un matériau métallique, en fait, est constitué de cristaux de toute taille, de toute orientation. À cette échelle-là, le matériau n'est plus homogène, et on va avoir donc des phénomènes de dégradation qui peuvent apparaître ici, soit au jaune de grain, soit à l'intérieur de grain, mais qui ne sont pas visibles à l'échelle de l'ingénieur, qui vont donc grandir, coalescer, et puis donner lieu à une fissure ou un dommage qui endommage la structure. Donc l'approche multi-échelle veut dire qu'on va en fait prendre en compte ces phénomènes-là à cette échelle, et puis remonter ici à un modèle qui va être utilisé par les ingénieurs. Donc ça, c'est le premier concept. Et le deuxième concept d'adaptation, donc il y a toute une théorie derrière, mais disons simplement que les matériaux, c'est comme tout, s'ils ne s'adaptent pas, eh bien ils cassent. Donc il faut mettre en place un outil théorique qui dit mon matériau s'adapte ou ne s'adapte pas, et s'il ne s'adapte pas, voilà l'énergie qui dissipe, et faire le lien entre cette énergie-là et sa durée de vie. Donc ça, c'est une des approches qui a été mise au point au LMS dans les années 70 par Ky Langevin, qui a depuis fait des émules et qui est utilisée un peu partout dans le monde, parce qu'elle a conduit à un critère dont je donne la formule, mais bon, ça n'a aucune importance. C'est pour dire que le critère de Langevin sert actuellement à dimensionner pas mal de structures dans l'industrie automobile et dans l'industrie ferroviaire en France et ailleurs, et dans le monde, et qu'il a été mis au point ici dans notre labo, et qu'actuellement on travaille bien sûr toujours dans ce domaine-là, en proposant des choses, enfin en essayant d'améliorer ces approches-là et de les appliquer à de nouveaux matériaux. Donc une fois que cette phase est finie, cette phase d'élaboration, à partir d'essais simples, eh bien, il faut la valider sur des essais qui ne sont pas ceux qui ont servi à mettre au point le critère. Et donc on retombe sur notre cercle vertueux. En fait, on est passé de là à la modélisation, on l'a validée, on va la valider sur des éprouvettes assez simples, technologiques, puis après on va la valider sur structure pour être sûr qu'elle peut être appliquée de manière prédictive dans l'industrie. Et cette validation sur structure ici peut être faite par exemple sur les rails de chemin de fer, où on va appliquer toute la démarche qu'on a mise au point, prédire l'endroit où vont s'initier les défauts ou les fissures, comment vont évoluer ces fissures-là, jusqu'à atteindre la taille critique qui conduit à la rupture. Et puis une fois qu'on a ça, eh bien, on compare aux observations, soit sur le terrain, soit expérimentales. Et cette démarche ici peut être mise en œuvre aussi sur des grands composants. On peut tester toute une voiture. Donc là, j'ai juste montré en fait un essai de fatigue sur un composant, enfin un train arrière d'une voiture ici, mais la voiture entière pouvait être testée. Et donc là, c'est le stade de validation sur structure où la théorie qui a été mise au point, validée sur des composants assez simples, va être confrontée maintenant à une structure réelle avec des sollicitations complexes qui sont issues de sollicitations mesurées essentiellement par exemple sur piste. Donc, un dernier exemple ici, toujours sur l'automobile. Donc là, c'est un banc moteur chez PSA où on va tester le collecteur que je vous ai montré au début. Donc, ce collecteur-là va être soumis à des cycles thermiques et de pression qui simulent le démarrage de la voiture, le roulage et l'arrêt de la voiture. Donc, on va faire un certain nombre de démarrages, roulage, arrêt, jusqu'à ce que le collecteur fissure. Et puis, de l'autre côté, on va faire le calcul, donc la simulation numérique virtuelle de cet essai-là. On va comparer les résultats du calcul aux résultats des essais. Et de cette manière-là, on pourra valider l'approche qui a été faite et l'utiliser après dans des conditions industrielles pour prédire
et pour prédire et concevoir de nouveaux collecteurs. Donc sur ce collecteur, donc, on voit les températures peuvent monter jusqu'à 800 degrés. Donc là, c'est comment on va dire, une photographie thermique du collecteur. Quand on compare, je donne juste un exemple simple ici, d'un collecteur qui a cassé ici au bout de 1420 démarrages arrêts dans des endroits qui sont ici. Et puis par le calcul, on arrive en fait à déterminer les mêmes localisations avec un nombre de cycles ici qui est 1343. Ce n'est pas exactement le même nombre de cycles, mais il reste tout à fait dans les dispersions expérimentales observées en testant plusieurs collecteurs. Donc là, on estime que la théorie est validée et qu'on peut l'utiliser maintenant pour concevoir de nouvelles formes de collecteurs et donc ainsi optimiser ce type de structure. Donc en résumé, comme je dis, nous, ce qu'on fait, on travaille pour mettre au point des méthodes prédictives qui permettent d'estimer la tenue des structures vis-à-vis d'un phénomène qui est la fatigue. On a beaucoup travaillé sur les matériaux métalliques, mais on commence à travailler sur des composites, parce que maintenant, on voit qu'il y a plein de structures composites, donc la fatigue, c'est un vrai challenge, sur des matériaux nanomécaniques, des matériaux électroniques. J'ai parlé de dispositifs médicaux, des cœurs artificiels ou des choses comme ça. Tout ça, c'est des domaines sur lesquels il faut être très attentif à la fatigue. Et bien sûr, on collabore entre nous. On collabore avec Perrier pour travailler sur le comportement des cellules photovoltaïques quand elles sont soumises à des chargements variables. Et très probablement, je n'ai aucun doute, on collaborera avec Sébastien parce que toutes ces structures qui vivent, bien sûr, vont être limitées par ces phénomènes de fatigue. Donc, je tiens à remercier quand même PSA, Peugeot, Citroën. Avec PSA, on a eu beaucoup de tests CIFRE. Personnellement, j'ai encadré une vingtaine de tests CIFRE PSA au laboratoire de mécanique des solides. Donc ça montre qu'on a une collaboration ici de longue date avec la SNCF aussi et avec EDF sur des problèmes d'énergie que je n'ai pas montré, mais qui sont en fait similaires. Merci beaucoup de votre attention.